باش نصلحوا البارتي système asservi في الconcours 2020 MPPC C2 étude de l'asservissement électro-hydraulique du vérin d'injection. Donc la première partie porte sur la modélisation. Modélisation de la servovalve électro-hydraulique. Nous avons trois équations temporelles. Question C6. Écrire les équations 1 et 2 décrivant le fonctionnement du solénoïde dans le domaine de la place. On sait que la transformée de la place d'une dérivée revient à multiplier par P. C'est pour cela que vous avez ici P fois I de P, parce que vous avez la dérivée de I dans le domaine temporel. Donc voici les deux équations. Question C7. On déduire la fonction de transfert G1 qui est égale F de P sur U de P. À partir de l'équation 1, on peut tirer F de P sur I de P. À partir de l'équation 2, on peut tirer I de P sur U de P. Donc F de P sur I de P, c'est KE. I de P sur U de P, c'est 1 sur R plus LP. Donc F de P sur U de P, c'est le produit des deux quantités, c'est-à-dire c'est KE sur R plus LP. Question C8. Écrire l'équation 3 décrivant le mouvement du tiroir de la servovalve dans le domaine de la place. Voici la transformée de la place de l'équation numéro 3. La dérivée seconde revient à multiplier par P carré dans le domaine de la place. C'est pour cela que vous avez ici P carré fois Z de P. La dérivée première revient à multiplier par P dans le domaine de la place. C'est pour cela que vous avez ici P fois Z de P. Dans la question suivante, on vous demande de déterminer G2 de P qui est égal à Z de P sur F de P. À partir de cette équation-là, on peut tirer facilement Z sur F. C'est l'inverse de cette quantité-là, qui est entre parenthèses. Je passe à la question suivante. Montrer que la fonction de transfert de l'ensemble solénoïde, tiroir est de la forme. Donc, voici la forme qu'on vous donne. Donc ici, Z sur U. T1, c'est égal à Z sur U. Donc ici, d'après les questions précédentes, vous avez G1 qui est égal à F sur U et G2 qui est égal à Z sur F. Si vous faites le produit G1 fois G2, vous simplifiez par F, ça reste Z de P sur U de P. Donc c'est le produit de ces deux quantités-là. Pour avoir cette forme, on doit diviser tout d'abord par R pour avoir 1 plus taux E fois P. Et ici, on doit diviser par le coefficient de P2, ça veut dire MS, pour avoir P au carré ici. Donc, je divise le produit par R fois MS, j'obtiens la forme demandée. La question suivante, on déduire les expressions des paramètres caractéristiques K0, oméga 0, taux E, xi, en fonction des paramètres du système. Donc ici, par identification, entre l'expression de T1 de P et la forme canonique qu'on vous donne, donc vous trouvez K0 oméga 0 au carré, c'est le numérateur. Vous trouvez taux E, c'est égal L sur R. Vous trouvez 2m oméga 0 ou 2xi ici, oméga 0, c'est égal Fs sur Ms. Et ici, vous trouvez oméga 0 au carré, qui est égal Ks sur Ms. Et comme ça, vous déduisez oméga 0, taux E, K0 et xi. Dans la question C12, on vous donne les valeurs numériques des paramètres et on vous demande de déterminer les paramètres caractéristiques de T1 de P. On trouve ces valeurs-là. Question C13. En négligeant l'inductance du solénoïde, montrez que la fonction de transfert de l'ensemble solénoïde-tiroir est donnée par. Donc voici T2. Donc ici, je vous rappelle que vous avez 1 plus taux E fois P. Donc taux E, c'est égal à L sur R. Si L est égal à 0, donc la première parenthèse s'en va. Ça reste seulement la deuxième parenthèse. Je remplace par les valeurs trouvées. Ici, c'est P carré plus 2xi oméga 0 fois P, donc je remplace. Donc ici, xi c'est 0,7, oméga 0 c'est 5, plus oméga 0 au carré. Donc pour le numérateur, c'est égal oméga 0 au carré
fois KQ. Donc, c'est 2,5. Et comme ça, je trouve cette expression-là. On va étudier le système en boucle fermée. Vous avez un correcteur C2P, il y a T2 et vous avez ici deux gains. Donc, on suppose que le produit des deux gains, KV fois KB, est égal à 1 newton par mètre cube. Donc, voici les exigences du cahier de charge. Donc, le système doit être stable. Pour la précision, l'erreur statique de position unitaire doit être nulle. K d'un correcteur proportionnel, C de P est égal à K. Pour quelle valeur de K le système est stable en boucle fermée? Donc, pour étudier la stabilité en boucle fermée, on doit déterminer HBF de P. Je reviens au schéma bloc. Voici le schéma bloc en boucle fermée. Donc, HBF de P, d'après la formule de Black, c'est égal C de P fois T2 de P fois KV fois KB sur 1 plus la même chose. Système asservi à retour unitaire. Et on sait que KV fois KB est égal à 1. On connaît C2P, C2B est égal à K, et on connaît T2 de P. On a l'expression de T2 de P. Donc, je remplace, je trouve cette quantité-là. Je multiplie numérateur et dénominateur par P carré plus 7P plus 25. Je trouve cette expression-là. Donc, on remarque qu'il s'agit d'un système fondamental de second ordre. D'après le critère de Routh, il est stable si et seulement si tous les coefficients sont de même signe. Donc, P carré plus 7P plus 25 plus 2,5 fois K est égal à 0, c'est l'équation caractéristique. Soit vous écrivez l'équation caractéristique, donc le polynôme est égal à 0, soit vous écrivez le dénominateur d de P égale cette quantité-là. Donc, c'est un système de second ordre, donc stable si et seulement si tous les coefficients sont de même signe, c'est-à-dire si et seulement si 25 plus 2,5 fois K est strictement positif. Et comme ça, je déduis que K doit être strictement supérieur à moins 10. Question séquence. Déterminer l'erreur statique de position unitaire en fonction de K. Faire l'application numérique pour K est égal à 10. Si on vous demande l'erreur statique de position unitaire, vous prenez une entrée en échelon unitaire. Donc ici, on va utiliser la méthode de classe. Pour cela, on doit déterminer la fonction de transfert en boucle ouverte. Donc voici la fonction de transfert en boucle ouverte. C'est cette quantité-là, 2,5 fois K sur P carré plus 7P plus 25. Donc la classe de cette quantité, c'est 0. Donc FTBO, c'est T de P est égal 2,5K sur P carré plus 7P plus 25. On va la mettre sous forme canonique. Donc la classe ici, c'est 0. Donc la classe de l'entrée qui est un échelon, c'est 1, puisqu'il y a P dans le numérateur. Et la classe de cette quantité-là, c'est 0. La classe, c'est la plus petite puissance de P dans le dénominateur. Donc ici, la classe de l'entrée, c'est égal à la classe de FTBO plus 1. Donc, epsilon P de l'infini est une constante. Dans ce cas, quelle est cette constante? D'après le cours, c'est E, l'amplitude de l'échelon, ça veut dire 1 ici, sur 1 plus K. Quel est K ici? C'est le K qui est obtenu par la forme canonique. Ça veut dire ici, c'est K sur 10. Donc 1 sur 1 plus K sur 10. Donc, je multiplie numérateur et dénominateur par 10, j'obtiens 10 sur 10 plus K. Pour K est égal à 10, je trouve epsilon P de l'infini est égal à 0,5. Pour cette même valeur de K, calculez le dépassement et le temps de pic. Donc, je dois revenir à la fonction de transfert en boucle fermée, H de P. Donc, voici la fonction de transfert en boucle fermée qu'on a déterminée dans la question C14. Je remplace K par 10. Donc, ici, ça devient 25. Ici, c'est 25. Donc, ça sera 50 ici. Donc, voici la nouvelle expression de H de P. Par identification, donc, c'est une forme canonique ici. Hein. P carré, vous avez P carré plus 2 xi oméga 0 fois P plus oméga 0 au carré dans le dénominateur. Pour le numérateur, c'est le gain statique fois oméga 0 au carré. Donc ici, pour trouver le dépassement et le temps de pic, je dois calculer
le coefficient d'amortissement xi et la pulsation propre non amortie oméga 0. Je commence par oméga 0. Oméga 0 au carré, c'est égal à 50. Donc, oméga 0, c'est racine carrée de 50. Nous avons 2 xi oméga 0 est égal à 7. Donc, je tire xi. Xi, c'est égal à 7 sur 2 oméga 0. Donc, 7 sur 2 oméga 0. Avec oméga 0, racine de 50. Je trouve xi est égal à 0,5. Ça confirme bien le régime pseudo-périodique dans lequel on définit le dépassement et le temps de pic. Donc, la formule du dépassement en pourcent, ici, c'est 100 fois exponentielle moins pi fois xi sur racine carrée de 1 moins xi au carré. On trouve 16,3%. Le temps de pic, c'est pi sur oméga 0, racine carrée de 1 moins xi au carré, 0,51 secondes. Conclure quant aux performances obtenues par ce correcteur. Donc, pour ce correcteur, on a trouvé epsilon p de l'infini est égal à 0,5. Ce correcteur ne satisfait pas aux exigences du cahier de charge, ou bien correcteur non performant, car l'erreur statique de position unitaire n'est pas nulle. Question suivante. Cas d'un correcteur intégral, C de P est égal à 90 sur P. Avec ce correcteur, peut-on assurer une erreur statique de position nulle? Conclure quant à l'efficacité de ce correcteur pour ce système. Tout d'abord, avec le correcteur intégral, on va avoir une erreur statique de position nulle. Donc ici, voici la nouvelle fonction de transfert en boucle ouverte. Au lieu de K, donc nous avons maintenant 90 sur P. Donc on trouve T de P sous cette forme. Donc on a remplacé K par 90 sur P ici. On trouve T de P sous cette forme. Donc nous remarquons ici que la classe de T de P est égale à 1. La classe de l'entrée PC de P, c'est égal à 1. Et la classe de T de P est égale à 1. Donc égalité des deux classes. Donc vous avez epsilon P de l'infini est égal à 0. Est-ce que ce correcteur est efficace pour ce système? On va voir aussi la stabilité. Donc pour la stabilité, donc on sait que la correction intégrale, elle améliore la précision, mais elle peut entraver à la stabilité. Donc l'introduction d'une intégration dans la boucle entrave à la stabilité du système, d'où la nécessité de la vérifier. Donc comment on vérifie la stabilité? Il faut calculer HBF pour appliquer le critère de Routh. Donc le HBF, système asservi à retour unitaire, c'est T de P sur 1 plus T de P. On trouve après développement dans le dénominateur, on trouve ce dénominateur-là. Donc la première condition, elle est vérifiée. Tous les AI sont strictement de même signe, comme vous voyez. Je passe à la table de Routh. Donc, vous avez un polynôme d'ordre 3. Donc, il y a 4 lignes de P3, donc P3, P2, P1, P0. Pour la première ligne, donc le premier coefficient, c'est 1. Je saute de coefficient, 25, 1, 25. Deuxième ligne, je commence par le deuxième coefficient, qui est 7. Je saute de coefficient, 225. Et maintenant, je commence le calcul à partir de la ligne 3. Donc ici, l'opposé du déterminant entre les deux lignes précédentes, première colonne et colonne suivante. Ça veut dire je vais calculer 7 fois 25 moins 225 fois 1. Donc, et je divise par 7. Je trouve une valeur négative. Donc, puisqu'il y a changement de signe, ce n'est pas la peine de terminer la table de Routh. Donc, un changement de signe, ça veut dire le système il est instable en boucle fermée. Donc, le système est donc instable avec ce correcteur intégral. Puisque la stabilité n'est pas vérifiée, donc on ne peut pas tolérer ce correcteur. K d'un correcteur C de P est égal à K1 facteur de P plus K2 sur P, où K1 et K2 sont des constantes positives. De quel type de correcteur s'agit-il? Donnez ces paramètres caractéristiques. Donc, comme vous voyez ici, il y a une partie proportionnelle, il y a une constante et il y a une intégration. La division par P, c'est une intégration. Donc, vous pouvez ici écrire sous la forme 1 plus quelque chose sur P. Donc, vous l'écrivez sous cette forme. Donc, il s'agit d'un correcteur PI. Donc, voici la partie proportionnelle et voici la partie intégrale, la division par P. Il s'agit d'un correcteur PI avec Kp. Donc, si vous l'écrivez sous forme Kp facteur de 1 plus Ki sur P, donc vous trouvez que Kp est égal à K1 ou Ki est égal à K2.
Vous pouvez également l'écrire sous la forme Kp, facteur de 1 plus 1 sur tau i fois P. Dans ce cas, vous allez trouver que tau i est égal à 1 sur K2. Il y a aussi une autre forme pour le correcteur Pi. Vous pouvez l'écrire comme ça aussi. Kp plus 1 sur tau i fois P. Dans ce cas, par identification, le Kp, c'est égal à K1 et le 1 sur tau i, c'est égal à K1 fois K2. Donc, le tau i, 1 sur tau i, c'est égal à K1 fois K2. Question suivante. Étudier la stabilité du système en boucle fermée en fonction de K1 et K2. En déduire le domaine de stabilité dans le plan K2 est égal f de K1. Donc, tout d'abord, il faut déterminer la fonction transfert en boucle fermée. Donc, voici la fonction de transfert T de P en boucle ouverte. Et après, donc, on détermine la fonction transfert en boucle fermée qui est égale T de P sur 1 plus T de P. On s'intéresse au dénominateur. Donc, on écrit soit D de P égale à cette quantité-là, soit l'équation caractéristique est égale à 0. Donc ici, donc, le critère de Routh, il comporte deux parties. La première partie, tous les coefficients doivent être strictement de même signe. Donc ici, on doit avoir K1 fois K2 positif. On doit avoir 25 plus 2,5 fois K1 positif. Cette condition est à vérifier puisque K1 et K2 sont strictement positifs. Je passe à la table de Routh. Donc voici le polynôme. C'est un polynôme d'ordre 3, donc il y a 4 lignes dans la table de Routh. Dans la première ligne, je commence par le premier coefficient, 1. Je saute de coefficient, ça veut dire celui-là. 25 plus 2,5 fois K1. Deuxième ligne, donc 7. Je commence par le deuxième coefficient, qui est 7. Je saute de coefficient, 2,5 K1 fois K2. Et après, je commence le calcul à partir de la ligne 3. Donc, l'opposé du déterminant entre les deux lignes précédentes, première colonne et colonne suivante. Je détermine l'opposé du déterminant. Et après, je divise par 7. Donc, ici, j'obtiens le résultat directement. Donc, ce 0,357, ça représente 2,5 divisé par 7. Donc, on trouve cette quantité-là. Donc, je passe à la dernière ligne. Donc, opposé du déterminant pour les deux lignes précédentes, première colonne et colonne suivante. Donc, je trouve cette quantité multipliée par cette quantité et après, je divise par cette quantité. Ça veut dire l'élément précédent de la ligne précédente, première colonne. Donc, je retrouve cette quantité. On rencontre souvent ce cas-là lorsqu'il n'y a pas un élément ici. Donc, cet élément passe ici. Pourquoi? Parce que je multiplie et je divise par le même élément. Donc, cet élément passe ici. Donc, maintenant, on doit examiner la première colonne de la table de Routh. Tous ces éléments doivent être strictement de même signe. Et bien sûr, il faut revenir aussi à la première condition. Donc ici, le système est stable en boucle fermée, si et seulement si. Déjà, cette condition est déjà vérifiée, puisque K1 et K2 sont les deux positifs. À partir de cette condition, on tire K2 en fonction de K1. Déjà, on va représenter le domaine de stabilité dans le plan K2 est égal à f de K1. Donc ici, à partir de cette équation, on déduit que K2 est inférieur à 25 plus 2,5 K1 sur cette quantité fois K1. Donc, je trouve cette quantité après simplification. On représente l'hyperbole K2 est égal à 70 sur K1 plus 7. Voici l'hyperbole. Donc ici, nous avons la condition de stabilité, c'est K2 inférieur à 70 sur K1 plus 7. Donc, le domaine de stabilité, il est placé, il est situé sous l'hyperbole, avec K1 positif et K2 positif. Donc, la partie assurée constitue le domaine de stabilité. Question suivante. Déterminer les erreurs statiques de position et de vitesse unitaire. Pour utiliser la méthode de classe, donc, je dois déterminer T de P, la fonction de transfert en boucle ouverte T de P. Donc, voici la fonction de transfert en boucle ouverte avec K1 et K2. Donc, je vais la mettre sous forme canonique. Donc, ici, lorsque l'erreur, c'est une constante,
vous devez avoir toujours 1 plus taux P, donc 1 plus quelque chose fois P, pour regrouper toutes les constantes ensemble dans cette constante-là. Donc ici, c'est le gain de boucle, K. Donc il faut regrouper toutes les constantes ici. Donc, commençons par l'erreur statique de position. Donc, pour une entrée échelon, donc l'entrée est de classe 1, et ici HBO est de classe 1. Donc, égalité de classe, epsilon P de l'infini est égal à 0. Et après, pour une entrée en rampe unitaire, donc nous avons ici PC de P est égal à 1 sur P carré. Donc, la classe de l'entrée est égale à 2. C'est égal à la classe de FTBO plus 1. Donc, si la classe de l'entrée, c'est la classe de FTBO plus 1, epsilon de l'infini est une constante. Cette constante, c'est quoi? C'est E sur K. E, c'est la pente pour la rampe qui est 1 ici, unitaire, hein. Vous avez rampe unitaire. Donc, c'est 1 sur K. K, c'est le gain obtenu à partir de la fonction de transfert. Voici K. Donc, 1 sur K2 fois K1 sur 10. Ça devient 10 sur K1, K2. Dernière question. Conclure quant aux performances garanties par ce correcteur dans ce cas de figure. Donc, comme on a vu, donc ici, epsilon P de l'infini, l'erreur statique de position unitaire est nulle. Et nous avons vu que le système est stable en boucle fermée. Donc, ce correcteur, il satisfait aux exigences du cahier de charge. Donc, ce correcteur satisfait les performances recherchées.